Franchement, je ne pensais pas que je raconterais cette histoire un jour. Mais bon, tu vois, parfois la vie te force à parler, à témoigner de ce qui t'est arrivé, même quand c'est encore un peu douloureux. Je m'appelle Léa, j'ai 34 ans, je suis une femme noire qui a grandi dans les quartiers nord de Marseille. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire vraie, un témoignage qui a complètement bouleversé ma vie. C'était la veille de Noël 2019. Je portais ce vieux vestido floral de Camponesa que j'avais trouvé au puce de Saint-Michel. Tu sais, un de ces vêtements qui te fait sentir à la fois vintage et un peu perdu dans le temps. J'étais assise dans mon studio de 18 mètres carrés à Noailles, seule, sans chauffage parce que j'avais dû choisir entre payer EDF ou manger ce mois-là. Et là, quelqu'un a sonné à ma porte. Attends, laisse-moi te donner un peu de contexte avant, parce que sinon, tu ne vas rien comprendre à cette histoire. Cette histoire vraie commence vraiment 6 ans plus tôt, en 2013. J'avais 28 ans, je venais de finir mes études à Sciences Po Aix-en-Provence. J'avais décroché un stage prometteur chez un cabinet d'avocats à Lyon. Et putain, j'étais fière de moi. Mon père était chauffeur de bus, ma mère femme de ménage dans un hôtel Ibis, et moi, leur fille unique, j'allais devenir avocate. Le rêve français, quoi. Sauf que les rêves, parfois, ils se cassent la gueule de manière spectaculaire. Un soir de novembre, je suis rentrée chez mes parents à Marseille pour le week-end. J'avais besoin de laver mes fringues, de manger un beau couscous maternel. Tu vois le délire? Et là, au dîner, j'ai commis l'erreur de ma vie. J'ai annoncé à mes parents que je ne voulais pas devenir avocate finalement, que je voulais devenir écrivaine. Mon père a posé sa fourchette. Ma mère m'a regardée comme si j'avais craché sur la tombe de nos ancêtres. Écrivaine? A répété mon père, la voix tremblante. On s'est sacrifié pendant des années pour que tu fasses Sciences Po, pour que tu aies une vraie profession. Et toi, tu veux écrire des conneries que personne ne lira? C'est là que tout a basculé. Cette décision, ce moment décisif où j'ai tenu tête à mon père, ça a déclenché une guerre familiale comme tu ne peux pas imaginer. Ma mère s'est mise à pleurer en disant que j'étais égoïste, que je ne pensais qu'à moi. Mon père, lui, il est devenu rouge. Les veines de son cou gonflaient comme des câbles électriques. « Si c'est comme ça, il a dit, si tu refuses cette opportunité qu'on t'a offerte au prix de notre santé, de nos nuits blanches, alors tu n'es plus ma fille. Sors de cette maison, maintenant. » Mon Dieu, les émotions qui m'ont traversée à ce moment-là. La peur, la colère, l'incompréhension totale. Ma mère pleurait, mais elle n'a rien dit pour me défendre. Mon père m'a littéralement poussé vers la porte. J'ai à peine eu le temps de prendre mon sac à dos, avec quelques vêtements, mon ordinateur portable et ce vestido floral de Camponesa que je portais ce jour-là justement. Il était 22 heures, un soir de novembre, il faisait 3 degrés dehors, et je me suis retrouvée à la rue. Sans argent, sans plan, sans rien. Juste avec mes quelques affaires et cette putain de conviction que l'écriture était ma voie, mon destin. Les premières semaines ont été l'enfer absolu. Je dormais chez des potes, sur des canapés qui sentaient la clope et la bière. J'ai fait des demandes d'APL, de RSA, mais tu connais l'administration française. Ça prend des mois. J'ai trouvé un job de serveuse dans un resto kebab du Vieux-Port. Je bossais de 20h à 4h du matin, pour 80 € par soirée au black. Le jour, j'écrivais. J'écrivais comme une malade, comme si ma vie en dépendait. Parce que franchement, c'était le cas. C'était ma seule façon de donner un sens à cette souffrance, à cette trahison familiale qui me rongeait de l'intérieur. Pendant ces années-là, de 2013 à 2019, j'ai vécu une véritable jornada de vie. J'ai appris des choses qu'aucune école ne t'enseigne. J'ai appris à gérer un budget de misère. Quand tu gagnes 800 € par mois et que ton loyer en coûte 500, tu deviens créative. Crois-moi, j'ai découvert les applis comme Linkso et Bankin pour suivre chaque centime que je dépensais. Je notais tout dans un petit carnet. 3 € pour des pâtes au Leader Price, 1,50 € pour le métro, 50 centimes pour un café au PMU du coin. Cette discipline financière, c'est devenu ma religion. Mais surtout, j'ai continué à écrire. Tous les matins, de 6h à 10h, avant d'aller faire des ménages ou servir des kebabs. Je m'installais dans une bibliothèque municipale et j'écrivais. Des nouvelles, des articles, des chroniques. Je les envoyais partout. À Libération, au Monde,
à des blogs, à des petites revues littéraires. 99% du temps, je recevais des refus. Mais ce 1% d'acceptation, putain, ça valait tous les sacrifices. En 2015, j'ai publié ma première nouvelle dans une revue littéraire marseillaise. Ils m'ont payé 50 €. 50 putains d'euros pour 3 mois de travail. Mais tu sais quoi? C'était la plus belle victoire de ma vie à ce moment-là. C'était la preuve que j'avais eu raison, que cette décision courageosa de tout plaquer pour suivre ma passion n'était pas complètement folle. Et puis, petit à petit, les choses ont commencé à bouger. En 2016, un de mes articles sur la gentrification à Marseille est devenu viral. En 2017, j'ai signé mon premier contrat avec un petit éditeur indépendant pour un recueil de nouvelles. L'avance était ridicule, 3 000 €, mais c'était un début. Et là, en 2018, le vrai ponto de virada, le véritable point de virada em sua vida qui a tout changé. J'ai publié un roman semi-autobiographique sur une jeune femme noire rejetée par sa famille qui reconstruit sa vie dans les quartiers populaires de Marseille. Le livre s'appelait « Exilé chez moi ». Il a cartonné. Pas un best-seller international, hein, mais en France, il s'est vendu à 40 000 exemplaires la première année. J'ai gagné 50 000 € de droits d'auteur. 50 000 €. Moi qui n'avais jamais eu plus de 1 000 € sur mon compte en banque. C'est là que j'ai fait quelque chose d'intelligent, quelque chose que personne ne m'avait appris, mais que j'avais compris à force de galère. Au lieu de tout claquer dans des fringues ou des vacances, j'ai décidé d'apprendre à gérer cet argent. J'ai lu des livres, franchement des tonnes de livres. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki, L'homme le plus riche de Babylone, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, ce genre de classiques qui te font comprendre que l'argent n'est pas sale, que c'est juste un outil. J'ai appris ce que c'était qu'un PEA, un plan d'épargne en action. J'ai ouvert un compte chez Boursorama. J'ai commencé à investir dans des ETF, ces fonds indiciels qui te permettent d'acheter un peu de tout sans prendre trop de risques. Tu vois, cette période de galère, ces 6 ans à vivre avec rien, ça m'avait donné une éducation financière que la plupart des gens n'ont jamais. Quand tu as connu la faim, quand tu as dû choisir entre payer ton loyer ou manger, tu apprends à valoriser chaque euro. Alors j'ai divisé mes 50 000 € intelligemment. 10 000 dans un livret A chez la caisse d'épargne pour l'urgence. 15 000 dans un PEA avec des actions françaises comme LVMH, Total Energy, Vinci, ces grosses boîtes du CAC 40 qui payent des dividendes réguliers. 10 000 dans des ETF diversifiés via DeGiro. Et les 15 000 restants, je les ai gardés pour vivre confortablement pendant 1 an sans stress, le temps d'écrire mon prochain livre. En 2019, j'ai publié mon 2e roman. Celui-là a eu encore plus de succès. Prix littéraire. Adaptation en série pour France Télévisions, traduction en plusieurs langues. Du jour au lendemain, je suis passée de la fille qui servait des kebabs à 3 h du matin à une auteure reconnue qui gagnait confortablement sa vie. Mais attention, j'ai jamais oublié d'où je venais. J'ai continué à vivre simplement, dans mon petit studio à Noailles, à suivre mon budget sur Linkso, à investir intelligemment une partie de mes revenus. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous et activez la cloche, parce que les prochaines pourraient bien changer votre rapport à l'argent. Franchement, je vous assure que ce que je vais vous raconter maintenant va vous faire réfléchir sur vos propres choix financiers et familiaux. Bon, on en revient à cette fameuse veille de Noël 2019. J'étais donc dans mon studio, seule, comme chaque année, depuis 6 ans. Mes parents ne m'avaient jamais contacté. Pas un coup de fil, pas un message, rien. Pour eux, j'étais morte. Et moi, j'avais fait mon deuil aussi. Ou du moins, j'essayais. Donc, quand on a sonné à ma porte ce soir-là, je ne m'attendais à rien. J'ai ouvert, et là, j'ai trouvé un paquet. Un gros paquet emballé dans du papier craft. Avec une étiquette qui disait simplement « Pour Léa ». Aucun nom d'expéditeur. Mon cœur s'est mis à battre à 100 à l'heure. J'ai regardé dans le couloir, personne. J'ai pris le paquet, je l'ai ramené à l'intérieur et je l'ai posé sur ma petite table en formica. Pendant 10 minutes, j'ai juste fixé ce truc, incapable de l'ouvrir. C'était quoi ce délire?
Qui m'envoyait un cadeau anonyme un 24 décembre? Finalement, j'ai déchiré le papier. À l'intérieur, il y avait une boîte en carton. Et dans cette boîte, il y avait des lettres. Des dizaines de lettres. Toutes écrites par ma mère. Putain, l'émotion que j'ai ressentie. J'ai commencé à les lire, les mains tremblantes. La première datait de décembre 2013, juste après mon expulsion. Ma chérie, ton père est têtu. Il veut pas parler de toi, mais moi je pense à toi tous les jours. J'espère que tu vas bien. Je t'aime. Les lettres suivantes racontaient sa vie, ses regrets. Sa culpabilité de ne pas m'avoir défendu ce soir-là. Elle me parlait de mon père, de sa fierté blessée, de son incapacité à accepter que sa fille ait choisi une voie différente de celle qu'il avait imaginée. Au fond de la boîte, il y avait une dernière lettre, datée d'1 semaine plus tôt. Et là, ma mère m'expliquait tout. Mon père était malade. Cancer du poumon, stade avancé. Il avait refusé les traitements. Il lui restait peut-être 3 mois à vivre. Et ma mère, dans un acte de rébellion tardif, mais courageux, avait décidé de m'envoyer toutes ces lettres qu'elle avait écrites pendant 6 ans, mais jamais envoyées. Elle me suppliait de venir les voir, de pardonner, de ne pas laisser mon père mourir sans nous être réconciliés. Franchement, j'étais effondrée. Tous ces sentiments contradictoires qui me traversaient. La colère d'avoir été abandonnée pendant 6 ans. La tristesse de savoir mon père mourant. La culpabilité aussi. Bizarrement. Comme si c'était ma faute. Cette révélation. Ce cadeau anonyme, c'était comme une bombe émotionnelle qui explosait dans ma vie juste au moment où j'avais réussi à reconstruire quelque chose de stable. Le lendemain, le jour de Noël, je suis allée chez mes parents. J'ai pris le métro jusqu'au quartier nord, j'ai marché dans ces rues que je connaissais par cœur et j'ai sonné à leur porte. Ma mère a ouvert, elle a pleuré en me voyant. Mon père était dans le salon, amaigri, grisâtre. Une ombre de l'homme fort et autoritaire qu'il avait été. Quand il m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. « Léa !» il a dit, d'une voix faible. « Ma fille !» On s'est assis tous les trois. Et là, mon père a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Il s'est excusé. Il m'a dit qu'il avait été idiot, que sa fierté avait détruit notre famille, qu'il regrettait chaque jour qu'il avait passé sans me voir. Il avait suivi ma carrière de loin. Il avait lu mes livres. Il était fier de moi, mais trop orgueilleux pour l'admettre. « Tu avais raison, » il a dit. « Tu as suivi ton destin et tu as réussi. Moi, j'ai juste été un vieil imbécile qui ne comprenait rien à rien. » C'était un moment de pur despertar pour moi, tu vois. Un éveil émotionnel total. J'ai réalisé que pendant 6 ans, j'avais porté cette colère, cette rancœur, comme un poids mort. Et que finalement, pardonner, ce n'était pas pour mon père, c'était pour moi, pour me libérer de ce fardeau. On a passé Noël ensemble, tous les trois, à se raconter nos vies, à pleurer, à rire aussi parfois. Ma mère a fait un couscous, comme avant, et franchement, c'était le meilleur repas de ma vie. Mon père est mort 2 mois plus tard, en février 2020. Mais ces 2 mois, on les a passés ensemble. Je venais le voir tous les jours. On parlait de tout, de mes livres, de mes projets, de l'argent aussi. Et là, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Un jour, ma mère m'a appelée. Elle était paniquée. « Léa, on a des problèmes d'argent. Ton père ne travaille plus depuis 6 mois. Mes revenus de femme de ménage ne suffisent pas. On a des dettes chez EDF, chez le propriétaire. On risque l'expulsion. Est-ce que tu pourrais nous aider ?» Et là, tu vois, c'était le test ultime, le vrai moment décisif, la décision courageuse que j'allais devoir prendre. Ces parents qui m'avaient jeté à la rue 6 ans plus tôt me demandaient maintenant de l'argent. J'aurais pu leur dire non. J'aurais pu leur rappeler ce qu'ils m'avaient fait. Mais franchement, qu'est-ce que ça m'aurait apporté? De la satisfaction mesquine pendant 5 minutes? Alors j'ai fait ce que l'éducation financière que je m'étais donnée m'avait appris à faire. J'ai agi intelligemment, avec un plan. Je ne leur ai pas juste donné de l'argent comme ça. Non. Je me suis assise avec ma mère, j'ai regardé toutes leurs finances, leurs dettes, leurs dépenses. C'était un bordel monstre. Ils avaient 3 crédits à la consommation chez 7LM, un découvert permanent à la banque postale, des factures impayées partout. Le total, 15 000 € de dettes. J'ai payé toutes leurs dettes d'un coup.
15 000 € sortis directement de mon PEA. Mais attention, je ne leur ai pas donné cet argent gratuitement. Je leur ai expliqué que c'était un prêt à 0% que ma mère me rembourserait quand elle pourrait, sans pression. Mais surtout, j'ai passé des heures à leur enseigner ce que j'avais appris. Comment faire un budget mensuel? Comment ne plus se faire avoir par les crédits à la consommation? Comment économiser, même avec des petits revenus? J'ai ouvert à ma mère un compte Boursorama gratuit pour qu'elle puisse mieux suivre ses dépenses avec leur appli. Je lui ai installé Vinxo sur son téléphone. Je lui ai montré comment mettre de côté ne serait-ce que 50 € par mois sur un livret A. Tu vois, c'était ma façon de transformer cette histoire douloureuse en quelque chose de constructif. Cette épreuve que j'avais vécue, ce rejet familial qui aurait pu me détruire, ça m'avait donné des outils. Et maintenant, je pouvais transmettre ces outils. C'était ma leçon de vida, la leçon de vie que j'avais appris dans la douleur. L'argent n'est pas juste une question de chiffres, c'est une question d'éducation, de discipline, de choix conscient. Après la mort de mon père, j'ai continué à aider ma mère, pas financièrement ou très peu, mais en l'accompagnant dans sa gestion. Aujourd'hui, en 2024, elle a remboursé sa dette envers moi. Elle a 10 000 € sur son livret A et elle n'a plus aucun crédit. À 63 ans, elle a enfin une vie financière stable. Et ça, franchement, ça me rend plus heureuse que tous mes succès littéraires. Maintenant, laisse-moi te parler de la morale de cette histoire, parce que c'est important. Cette histoire vraie que je viens de te raconter, ce témoignage personnel, il contient plusieurs leçons essentielles que je veux partager avec toi. La première, c'est que les crises, même les plus douloureuses, peuvent devenir des opportunités. Si mes parents ne m'avaient pas jeté dehors, je serais probablement devenue une avocate malheureuse, coincée dans un job que je détestais juste pour leur faire plaisir. Cette décision difficile, ce choix de suivre ma passion malgré le rejet familial, ça m'a forcée à devenir forte, indépendante et surtout à apprendre des compétences que je n'aurais jamais apprises autrement. La deuxième leçon, c'est l'importance cruciale de l'éducation financière. Tu vois, en France, on ne nous apprend rien sur l'argent à l'école. Rien. On nous enseigne la philo, les maths, l'histoire, mais personne ne nous explique c'est quoi un crédit, comment investir, comment gérer un budget. Et résultat, des millions de Français vivent avec un découvert permanent, avec des crédits pourris, dans un stress financier constant. Moi, j'ai appris tout ça par nécessité, parce que je n'avais pas le choix. Et franchement, ça a changé ma vie plus que mon diplôme de Sciences Po. Si tu veux vraiment prendre le contrôle de ta vie financière, voilà ce que je te recommande concrètement. 1. Télécharge une appli comme Linkso ou Bankin et commence à noter toutes tes dépenses, absolument toutes, pendant 1 mois. Tu vas halluciner de voir où part ton argent. C'est 3 € par jour au café du coin, ça fait 90 € par mois, 1 000 € par an. 2. Ouvre un compte en ligne gratuit chez Boursorama ou Hello Bank où tu n'as pas de frais de tenue de compte. Les banques traditionnelles te pompent 50 € par an pour rien. 3. Crée une épargne d'urgence. Même si c'est juste 50 € par mois, force-toi à mettre cet argent de côté. L'objectif, c'est d'avoir 3 à 6 mois de dépenses en sécurité sur un livret A ou un livret de développement durable. Ça permet de dormir tranquille quand la machine à laver tombe en panne ou que ta voiture rend l'âme. 4. Éduque-toi. Lis des livres sur l'argent. Père riche, père pauvre de Kiyosaki, c'est la base absolue. L'homme le plus riche de Babylone de Georges Clason, c'est des paraboles vieilles de 100 ans, mais toujours vraies. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, ça t'apprend le mindset de la richesse. 5. Commence à investir. Même petit, ouvre un PEA chez Boursorama ou Bourse Directe. Mets 50 € par mois dans un ETF comme le Lyxor CAC 40 ou le Amundi MSCI World. Sur 20 ans, avec les intérêts composés, ces petites sommes deviennent énormes. 6. Évite les crédits à la consommation, comme la peste. Ces merdes à 15% d'intérêt chez CTLM ou Cofidis, c'est du poison financier. Si tu peux pas te payer quelque chose cash, tu peux pas te le permettre. Point final. Elle m'a appris que la vraie richesse, c'est pas d'avoir une grosse voiture ou un appart de luxe.
C'est la liberté. La liberté de dire non à un job que tu détestes. La liberté de poursuivre tes rêves même quand tout le monde te dit que tu es folle. La liberté d'aider les gens que tu aimes sans te mettre en danger financièrement. Et cette liberté, elle vient de l'éducation et de la discipline financière. Aujourd'hui, en 2024, j'ai 39 ans. J'ai publié 5 romans. Je vis confortablement de ma plume. J'ai 200 000 € investis entre mon PEA, mes ETF et mon assurance vie chez Crédit Agricole. Je roule pas sur l'or, mais je dors tranquille. Je sais que si demain je veux arrêter d'écrire pendant 1 an pour voyager, je peux. Si je veux aider quelqu'un qui en a besoin, je peux. Cette sécurité financière, je l'ai construite petit à petit, euro par euro, grâce à ce que j'ai appris pendant mes années de galère. Je vis maintenant dans un petit appartement que je l'ai aidé à acheter à crédit sur 20 ans. Elle travaille toujours comme femme de ménage, mais à mi-temps maintenant. Elle est fière de son indépendance financière, de son livret A, de son budget équilibré. On se voit tous les dimanches, on cuisine ensemble, on parle de tout. La blessure ne s'est jamais totalement refermée, mais on a appris à vivre avec, à construire une nouvelle relation basée sur le respect mutuel et l'honnêteté. Et ce vestido floral de camponaise que je portais le jour où mon père m'a jeté dehors, je l'ai toujours. Il est accroché dans ma chambre, comme un rappel. Un rappel que j'ai survécu, que j'ai transformé la douleur en force, que j'ai pris des décisions courageuses qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui. Parfois, quand je doute, quand j'ai peur de prendre un risque, je regarde ce vieux vêtement et je me dis « Léa, tu as survécu à pire. Tu peux gérer ça. » Cette révélation que j'ai eue en recevant ce cadeau anonyme, ces lettres de ma mère, ça m'a fait comprendre quelque chose d'essentiel. Les gens font des erreurs, même les pires erreurs. Mes parents ont merdé grave en me jetant dehors. Mais ils étaient aussi le produit de leur éducation, de leur peur, de leurs limites. Mon père avait grandi pauvre en Algérie. Il avait bossé toute sa vie comme un chien pour nous donner à manger. Et pour lui, la seule voie vers la réussite, c'était un diplôme prestigieux et un job stable. Il ne comprenait pas que le monde avait changé, que la passion et la créativité pouvaient aussi mener quelque part. Le pardon, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était OK. C'est juste décider de ne plus porter cette colère, parce qu'elle te bouffe de l'intérieur. C'est libérateur, franchement. Après avoir pardonné à mes parents, je me suis sentie plus légère, comme si on m'avait enlevé un sac de 20 kilos du dos. Bon, je vais conclure cette histoire vraie. Ce témoignage qui m'a coûté beaucoup d'émotions profondes à partager avec vous. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est quelque chose résonne en toi. Peut-être que tu vis une situation difficile avec ta famille. Peut-être que tu galères financièrement. Peut-être que tu as un rêve, mais que tout le monde te dit que c'est impossible. Laisse-moi te dire une chose. Ils ont tort. Cette histoire de cadeau anonyme, de réconciliation familiale, de réussite malgré le rejet, ce n'est pas une exception. Ce n'est pas parce que j'ai eu de la chance. C'est parce que j'ai fait des choix conscients, des choix difficiles, et que j'ai appris à gérer les conséquences de ces choix. La chance, c'est juste la préparation qui rencontre l'opportunité. Si tu te prépares, si tu t'éduques, si tu développes des compétences et une discipline financière, les opportunités viendront. Et toi, quand vas-tu enfin prendre le contrôle de tes finances? Quand vas-tu arrêter de subir ta vie financière et commencer à la construire? C'est pas demain, c'est pas l'année prochaine, c'est maintenant. Aujourd'hui, tout de suite après avoir fini d'écouter cette vidéo, va sur ton téléphone, télécharge Linkso, note tes dépenses, ouvre un compte Boursorama, achète le bouquin Père riche, Père pauvre sur Amazon ou emprunte-le à la bibliothèque. Commence, juste commence. Cette Jornada Financiera, ce voyage vers la liberté financière, c'est un marathon, pas un sprint. Moi, ça m'a pris 10 ans pour passer de 0 à 200 000 € investis. Mais chaque jour, chaque petit geste, chaque petit euro mis de côté, ça comptait. Et aujourd'hui, franchement, je me sens riche. Pas parce que j'ai beaucoup d'argent, mais parce que j'ai la liberté. Et cette liberté, elle n'a pas de prix. Si cette histoire vous a touché, si ce témoignage vous a donné envie de changer quelque chose dans votre vie, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Je partagerai d'autres histoires vraies,
d'autres leçons de vie, d'autres stratégies concrètes pour reprendre le contrôle de votre vie financière. Parce que franchement, je crois qu'on mérite tous de vivre librement, sans stress financier constant, en poursuivant nos passions. C'est possible. Je suis la preuve vivante que c'est possible. Et si vous voulez partager votre propre histoire en commentaire, votre propre ponto de virada financiero ou familial, faites-le. On est une communauté ici. On s'entraide, on se soutient. Parce que bon, la vie est déjà assez dure comme ça. Autant se serrer les coudes, non? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Cette histoire vraie, ce témoignage, c'était pas facile à raconter. Mais si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne à prendre les bonnes décisions, à avoir le courage de suivre son destin malgré les obstacles, alors ça valait le coup. Prenez soin de vous, prenez soin de votre argent, et surtout, n'ayez jamais peur de poursuivre vos rêves. La vie est trop courte pour vivre selon les attentes des autres. Allez, à très bientôt pour une prochaine histoire. Et n'oubliez pas, la vraie richesse, c'est la liberté. Et cette liberté commence par l'éducation financière. Salut!